Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée au métier de la création. Une émission qui met en avant les talents et les savoir-faire, un voyage fascinant au cœur de l'imaginaire et de la création. Artistes, peintres, sculpteurs, écrivains, ébénistes, designers, nous vous proposons une rencontre avec des créateurs d'aujourd'hui et de demain. Ils viendront partager bien sûr leur parcours, leurs expériences, leur démarche artistique, mais aussi leurs projets personnels. Ce qui fait que cette émission, c'est une invitation à découvrir la créativité sous toutes ses formes. Et pour cette première émission, on a choisi d'inviter une artiste aux multiples facettes, puisqu'elle est peintre, sculpteur, écrivain et même astrologue. Bonjour Patricia Loisson. Bonjour, merci de votre accueil. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette première émission. Alors bien sûr, on va faire durant cette émission plus ample connaissance ensemble, mais avant tout, je vous propose une plongée dans votre univers, dans votre atelier à Sèvres, en région parisienne. C'est un sujet de Laurent Fougeux et Patricia Alouche. Je suis peintre, sculpteur, écrivain. Je suis malvoyante et pour moi, tous les jours, c'est un défi. Quand j'étais petite, déjà, je remplissais des petits carnets, j'écrivais des petites histoires où il y avait toujours 3 sujets qui se répondaient et des dessins. Quand j'en suis venue à peindre, après avoir fait les arts déco et après avoir fait l'école du Louvre, c'est venu d'une façon tout à fait naturelle et je ne voulais rien faire d'autre que peindre. C'est une inspiration que j'ai, qui est continuelle, qui guide toutes mes créations. Cette inspiration est nourrie par mes lectures, par la méditation et par les événements qui se passent dans la vie. Je m'oblige à ce que l'imagination et l'interprétation d'un sujet doivent venir immédiatement. Voilà, c'est une histoire d'exercice de style. Je travaille énormément la lumière. C'est une peinture très lisse, telle que la faisaient autrefois les grands peintres. Les reliefs se passent uniquement par des passages de lumière qui sont obligatoires, parce que s'il n'y a pas de passage de lumière, eh bien, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de vie dans les couleurs. Mes sculptures peuvent être influencées par ma peinture. C'est une question de passage de lumière et de volume que je retraduis soit d'une façon pour l'un, soit d'une façon pour l'autre. Mais quelquefois, l'un complète l'autre. L'écriture, pour moi, est une forme d'expression qui m'amuse follement parce que je ne voudrais surtout pas qu'elle soit linéaire. Elle doit être fleurie, elle doit être colorée, elle doit être amusante. Il y a une œuvre où ces 3 formes d'expression se rejoignent totalement. C'est l'œuvre que j'ai faite avec Jean d'Ormesson. Je suis tombée sur un des écrits de Jean d'Ormesson, La Genèse. J'en ai fait 57 illustrations qui sont complètement parallèles aux mots. D'ailleurs, Jean d'Ormesson m'a dit, Patricia, nous nous sommes vraiment rencontrés dans cette œuvre. Je téléphone tout de suite pour que vous puissiez donc éditer votre livre. La transmission est très importante et ne serait-ce aussi que pour les générations d'après. Tout ce que j'ai acquis pendant toutes ces années, je tiens absolument à le transmettre au travers de la peinture. Toutes les disciplines que j'ai apprises, quoi qu'on exprime, il faut toujours que ça soit harmonieux. Le spectateur, en quittant mon atelier, je voudrais qu'il soit rentré dans mes tableaux et rentré dans mon monde. Je voudrais que chacun en ressente une plénitude, un enrichissement. Alors, on a fait un peu plus connaissance là, avec ce très beau sujet, mais racontez-nous un petit peu plus en détail, Patricia, votre premier contact avec l'art. En fait, vous avez toujours été entourée de belles choses, et ça a été quand même très important. Absolument. Chez mes parents et mes grands-parents, il y avait déjà de très beaux tableaux. Et puis, je suis née quand même sous les ciels d'Eugène Boudin et de Raoul Dufy. Donc, ces ciels de Boudin m'ont énormément influencée. Au départ, j'étais post-impressionniste.
Donc j'ai peint d'une façon tout à fait post-impressionniste, avec ces sfumatos, ces ciels irisés et où la lumière vibrait et passait. Raoul Dufy, lui, mon grand-père en avait collectionné pas mal parce que nous étions donc natifs du Havre et il avait beaucoup aidé financièrement Raoul Dufy. Malheureusement, tous ces Dufy ont été perdus. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus, peu importe. Mais c'était une peinture plus dure, mais je trouvais c'était ces couleurs chatoyantes que je trouvais absolument merveilleuses. Et ce culot qu'il avait, ces interprétations qui étaient, je trouvais très très culottées pour l'époque, que mon grand-père détestait, mais enfin il lui reconnaissait certainement un certain talent, mais il préférait les impressionnistes. Voilà. Mais à quel moment vous avez su que vous vouliez devenir peintre, puis après sculpteur? Il n'y a pas eu franchement un déclic? C'est venu, comme vous le dites, là, dans ce sujet, assez progressivement? La créativité m'a toujours intéressée, même quand j'étais jeune fille, on ne pouvait pas s'exprimer, parce que bon, j'étais en pension, donc c'était impossible. Mais dès que je suis sortie, de là, j'ai commencé à faire des décors pour le théâtre, des décors pour les magasins, et puis j'ai commencé à peindre pour moi, et puis je suis tout de suite rentrée aux Arts Déco. Aux Arts Déco, puis l'école du Louvre. L'école du Louvre. Alors, au départ, il fallait d'abord faire l'école du Louvre, être reçu pour pouvoir entrer aux Arts Déco. Et donc, à peine sortie du bac, tout de suite, je me suis mise à peindre. Qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, ces études artistiques? Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir comme professeur de dessin Georges Mathieu. Alors, il était très particulier, il était très sympathique, mais il était très particulier parce qu'il nous obligeait à dessiner. C'était notre professeur de dessin. Donc, il nous obligeait à dessiner avec le tranchant du crayon et on n'avait pas le droit de prendre le bout de la mine. Donc, ça faisait des dessins qui étaient très, très hachurés, très durs, comme il le faisait lui-même, mais c'était une approche qui était intéressante et qui m'a toujours servi. Il nous apprenait vraiment à construire. On faisait beaucoup de nus avec lui, beaucoup de nus. Alors, il y a l'univers familial, vous en avez parlé, il y a bien sûr les études, il y a des rencontres, des lectures, des voyages qui ont été décisifs, on va en parler. Une rencontre, peut-être celle avec Fernand Herbault, peintre officiel de la Marine, racontez-nous. Exactement. Alors, Fernand Herbault, peintre officiel de la Marine, post-impressionniste, quand il a vu que je commençais à faire des marines et que j'étais donc native du Havre et que j'étais normande comme lui, il m'a dit « Patricia, écoute, je voudrais te présenter à des grands galeristes, etc. » C'est comme ça que j'ai commencé à exposer avenue Matignon. Vous avez exposé à Honfleur aussi? J'ai exposé à Honfleur, au Grenier à Sel. Et donc, ensuite, nous avons donné des cours ensemble, des cours de peinture pendant des années. Bon, quand il était plus âgé, c'est moi qui ai repris les cours. Voilà, il y a d'autres artistes qui ont inspiré votre carrière? Oh oui, énormément. C'est-à-dire qu'avec mes lectures, j'ai commencé progressivement à quitter le post-impressionnisme, ce dont Fernand Herbault était furieux et excessivement jaloux. Un jour, il m'a pris à part et il m'a dit « Écoute Patricia, je suis très très jaloux, tu as le culot de sortir du post-impressionnisme pour aller vers le surréalisme. Moi, je n'aurais jamais pu faire ça. Eh bien, je t'en veux. » Et oui, vous avez pris votre envol, c'était ça en fait. Exactement. Il m'en voulait d'avoir pris cette liberté. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que vous avez appris à restaurer des tableaux et des objets. Pourquoi? Parce que vous considériez que c'était vraiment un plus, qu'on ne pouvait pas peindre sans savoir restaurer les tableaux, que les Alors, à la maison, oui. À la maison, dès que mes parents ou mes grands-parents achetaient une œuvre, si elle était à restaurer, ils la restauraient eux-mêmes. Alors un jour, ça m'a un peu agacée de voir qu'ils faisaient un peu n'importe quoi, enfin ce que j'estimais un peu n'importe quoi. Donc j'ai trouvé des cours de restauration par quelqu'un qui travaillait au Louvre et donc j'ai appris à restaurer des tableaux en bonne et due forme et ça m'a bien aidée, je dois dire. D'abord, j'ai trouvé que c'était passionnant et ensuite, il y a une chose que je n'ai jamais comprise dans la restauration, c'est que la plupart des restaurateurs ne savent pas peindre. Par exemple, si vous avez une boucle de chaussures en argent d'un joli soulier verni, eh bien,
comment font-ils pour la reproduire si tout ça s'est effacé? Moi, ça ne me posait aucun problème, évidemment. Mais eux... Peut-être qu'ils font appel à des artistes, justement. Ben, je ne sais pas. Je n'ai jamais très bien compris. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai eu entre les mains des tableaux passionnants à restaurer. J'ai eu des tableaux anciens et j'ai eu un Cocteau un jour qui m'a été amené. C'était un grand tableau où il y avait juste un profil et puis la fleur signée Jean Cocteau. Il y avait une grande rayure qui traversait tout son visage. La dame est venue me la porter, elle pleurait, c'était un cadeau de mariage. Je dis, écoutez madame, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vous le rendrai intact. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je lui ai rendu quelques jours après, elle en pleurait de bonheur. Donc, vous êtes bien sûr peintre, et puis la sculpture, c'est venu un petit peu plus tard? Oui, la sculpture, c'est venu plus tard, très maladroitement, je dois dire, au départ, parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et puis petit à petit, bon, j'ai maîtrisé la matière, j'ai commencé à en exposer. Et puis les sujets m'intéressaient, parce que j'aimais bien faire des personnages, mettre en scène des personnages, et puis faire revivre des personnages d'autrefois. Il y a ce lien aussi qui est particulier avec l'écriture, parce que l'écriture inspire vos œuvres, mais vous êtes écrivain vous-même. Alors comment est née cette envie d'écrire? Racontez-nous un petit peu cette rencontre un petit peu particulière avec Jean d'Ormesson. Alors ça a été lors d'un cocktail tout bête et méchant et très ennuyeux. J'ai été très mal élevée. Je suis allée dans cette belle demeure, il doit y avoir une très belle bibliothèque. Donc j'ai fini par la trouver, c'était pas compliqué à trouver. Et donc le cocktail était un peu barbant finalement. Oui, donc vous oui, êtes échappé. oui, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de faire autre chose. Et puis c'est surtout qu'à l'époque, je lisais 2 à 3 livres par semaine. Donc je me suis dit, là, il doit y avoir une mine de livres intéressants à lire. Donc je me suis dit, j'ai trouvé la bibliothèque, j'ai fermé les yeux, je me suis dirigée vers les livres, j'ai touché un livre, je l'ai sorti parmi les autres. Et qu'est-ce que j'ai lu? Dieu, sa vie, son œuvre, Jean d'Ormesson. Je dis, mon Dieu, j'ai lu pas mal de Jean d'Ormesson, mais celui-ci, je ne l'ai pas lu. Et donc, je l'ai ouvert n'importe où, à n'importe quelle page, et j'ai lu. Et cette phrase commençait par celle-ci, « Le tout et le rien ne se distinguaient pas l'un de l'autre. » Oh, alors là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais ce livre est pour moi. En fait, ce livre était divisé en 5 et Jean d'Ormesson avait inséré sa Genèse dedans, qui n'avait rien à voir. Donc, je suis allée un petit peu me balader. J'ai commencé à le lire en cachette sous un arbre. Je l'ai remis néanmoins dans la bibliothèque. Je l'ai commandé. Et là, j'ai commencé à travailler dessus pour faire 57 illustrations. Oui, parce que ça a déclenché une grande phase d'inspiration. Énorme. Ça a été un déclic. Si vous voulez, la façon dont il a interprété la Genèse, c'est-à-dire au-dessus de tout culte. Mais je me suis dit, mais là, il est dans le vrai. Il a tout compris. Et donc, c'est là que notre rencontre s'est faite. C'est sur l'écriture. Parce que j'ai compris qu'il avait un niveau de conscience vraiment supérieur qu'on n'a jamais voulu lui reconnaître. Ah. Il y a un lien qui est très fort dans vos œuvres entre donc justement peinture, écriture, sculpture, un lien qui se fait alors via votre oiseau, Ophélio. Oui. Racontez-moi, Ophélio, et ce qui donnera lieu au livre Ophélio, l'oiseau prodige. Oui, exactement. Alors, Ophélio, en fait, il est arrivé à la maison parce que ma fille avait besoin d'avoir un bébé accompagné d'une peluche. En fait, je n'ai pas trouvé de peluche, ça a été un oiseau. Bon. Et on a vu l'expérience d'un autre oiseau qu'on avait follement aimé. Et donc, Ophélio est arrivé à la maison. Et il vivait dans une cage dont la porte était ouverte. Je mettais donc cette grande cage dorée à côté de moi. Et je peignais. Et puis, je me disais, un jour, il va finir par sortir. Voilà. Donc, on était l'un à côté de l'autre. C'était exquis parce qu'il me racontait... Il me chantait des petites chansonnettes qui étaient absolument exquises. Il roucoulait, il était heureux. Et puis un jour, il est sorti. Et c'est là qu'il est sorti. Et puis il s'est étalé sur ma palette. Donc il était plein de peinture. Et puis il a fait des allers-retours dans mon atelier. Et puis il s'est écrasé sur la vitre. Il est tombé comme ça. Je me suis dit, mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas mort. Je l'ai ramassé. Je l'ai mis dans mes bras.
Et je ne vous l'ai pas dit, mais je suis médium. Je me suis dit, pourvu que je le ressuscite, je l'ai ressuscité. Et c'est là que notre histoire a commencé. Alors, comme tout humain, j'ai voulu l'éduquer. J'ai voulu l'élever. Et là, je me suis plantée, comme tout le monde. C'est exact. Je me suis dit, bon, au bout de 3 mois, Patricia, tu n'arrives à rien. Oui, c'est Donc, compliqué quand tu même. arrêtes. Quel oiseau, oui. Tu arrêtes. C'est toi qui vas t'éduquer. C'est toi qui vas l'observer. C'est toi qui vas l'écouter et se mettre à son entière disposition. C'est toi qui vas t'apprivoiser à lui. Et là, il m'a fait découvrir des mondes extraordinaires. Il est devenu une source d'inspiration. Extraordinaire. On le retrouve beaucoup dans mes tableaux. Alors, il est tantôt en sage, assis sur une épaule, tantôt en amuseur, parce que c'était un amuseur. Il était tout à fait conscient de sa beauté. Il était tout à fait conscient de son... Il était très espiègle. Et oui, il m'a énormément inspirée. Et donc, j'ai décrit tout ce que nous avons vécu et partagé avec lui, avec ma fille. Et c'est surtout qu'il m'a fait découvrir quelque chose. J'avais installé un petit perchoir devant une fenêtre et j'avais remarqué qu'à la pleine lune, il était très, très perturbé. Il y avait sa queue qui bougeait. Il ouvrait les ailes, mais je me disais, mais qu'est-ce que fait? Mais que fait-il? Et puis il bougeait la tête. Sa petite hupette se mettait à descendre, à monter. Je me disais, mais que fait-il? Et en fait, il parlait aux étoiles. Il entendait la musique des étoiles. Et là, j'ai compris que nous, en tant qu'humains, nous étions incapables d'entendre ça. Mais que lui, il percevait cette musique. Et ça se répercutera peut-être plus tard dans vos sculptures, on en reparlera. Mais j'aimerais qu'on parle aussi d'autres lectures qui vous ont inspiré, à commencer par Le Matin des magiciens. Alors, Le Matin des magiciens, ça m'a ouvert un monde que je ne connaissais pas et qui m'en a ouvert d'autres, comme ensuite L'Art cosmique de Steiner, le musée imaginaire d'André Malraux et d'autres. Et je me suis rendu compte que sur le plan vibratoire, je ne savais pas encore définir tout ça, mais que notre place sur la planète, elle était beaucoup plus vaste qu'un simple petit point à un endroit donné. Et c'est ça qui vous donne aussi cette envie de transmettre, hein, puisque vous avez été professeur de peinture. Oui, j'ai été professeur de peinture, j'ai pratiqué spontanément l'art-thérapie. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, quand mes élèves mettaient leur peinture, disposaient leur peinture sur la palette, je me rendais tout de suite compte de leurs mots, MAUX. Et donc, j'essayais de corriger leurs mots, de faire en sorte qu'ils s'amoindrissent. Et donc, ça a été une expérience absolument extraordinaire, que j'ai faite malgré moi. Quel beau parcours, hein, quand on regarde vos œuvres, etc. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait quand même pour être connu et puis pour réussir dans un univers artistique qui est quand même pas facile? Écoutez, je ne sais pas si j'ai réussi, mais moi, je suis mon chemin. Alors, ceux qui savent l'apprécier et le partager et le mettre en valeur, je dis tant mieux. Mais voilà, je suis mon chemin et je ne m'occupe pas de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Mais peut-être prendre des risques aussi, ce que vous reprochez peut-être Fernand Herbaut, parce que lui n'a pas osé le faire. Absolument. Lui, il s'est répété jusqu'au dernier jour de sa mort. Voilà. Et ce qui fait justement que dans vos œuvres, vous explorez plusieurs styles, l'abstrait, le surréalisme, le post-impressionnisme, on l'a dit, les paysages, les animaux, les natures mortes. Comment est-ce que vous décririez votre style artistique? Alors, je pense que tout ne peut pas s'exprimer de la même façon. Si j'ai envie de faire un animal, pourquoi m'en priverais-je? Alors, on va me reprocher, mais alors, ce n'est pas ton style. Je dis, ben non, ce n'est pas mon style, mais si j'ai envie de faire un animal, ben je le fais. Si j'ai envie de recréer la beauté d'un flamant rose, bon, ben je le fais. Et puis, c'est tout. Et puis, je le campe dans un univers qui me plaît, qui lui va. Bon, si j'ai envie de faire une nature morte, parce qu'elle se trouve là, devant moi, sur la table, eh bien, je la fais.
pourquoi m'en priver? Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à changer ou à explorer d'autres C'est pas un registres? changement, c'est que je fais ce que j'ai envie de faire. Mais si vous voulez, la démarche intellectuelle et spirituelle est toujours la même. C'est-à-dire, c'est créer le beau, c'est créer tous ces spécimens de la création. C'est le flamant rose, ce sont les fruits, ce sont les légumes, c'est la nature, c'est la mer, c'est le cosmos, c'est tout. Le beau, c'est le fil conducteur dans vos œuvres? Ah, c'est le beau, toujours. Toujours le beau, et tant qu'on peut le faire, hein, tant qu'on peut le faire et tant qu'on peut l'exprimer. Alors que cherchez-vous à provoquer chez ceux qui regardent vos œuvres, hein? Vous dites dans le sujet quelque chose de très beau, j'aimerais qu'il rentre dans mon monde. Absolument, parce qu'il y a des œuvres qui portent un message, et donc un message voulu. Et donc, bien souvent maintenant, j'écris un petit texte qui se trouve sous l'œuvre, dans mes expositions, où j'explique le pourquoi de l'œuvre. Parce que maintenant, beaucoup de mes œuvres sont des œuvres codées. C'est-à-dire qu'elles expriment l'équilibre de la vie, l'équilibre de la pensée, l'harmonie du cosmos, tout ce que nous vivons, et ça doit apprendre aux gens à vivre et surtout à percuter ce qui est harmonieux. Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à Oui, travers vos œuvres? l'harmonie, surtout l'harmonie, à reconnaître l'harmonie et à vivre en harmonie. Alors on a vu que vous puisiez l'inspiration à travers vos lectures, mais qu'est-ce qui nourrit d'une façon générale votre création, en dehors des lectures? Alors maintenant que je ne peux plus lire, mais j'ai pas mal lu, donc je garde en mémoire beaucoup de choses. Ce sont des personnages, bien souvent, qui sont porteurs de cette harmonie sous une facette ou sous une autre. Voilà, donc là, par exemple, je viens de faire une Junon, qui est donc femme de Jupiter, et donc son acolyte, celui qui est à côté d'elle et qui est son emblème, c'est un Pan. Donc la beauté de Junon rejoint celle du Pan qui la protège, et il y a une harmonie de couleurs entre les deux, c'est-à-dire que Junon a la robe de la lumière qui est jaune, elle porte une couronne qui est blanche, devant, et il y a une étoile devant, et il y a un Pan bleu qui la protège. Et donc c'est cette harmonie de couleurs, ce sont des couleurs qui sont complémentaires. Le jaune et le bleu sont des couleurs complémentaires. Et la lumière, les couleurs, c'est très important dans votre œuvre. Ben oui, c'est ce qui fait tout. Parce que des couleurs qui ne sont pas en harmonie les unes avec les autres, le tableau se casse la figure. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que la création fait ressurgir aussi certains souvenirs oubliés, des souvenirs enfouis. Oui. Certaines de vos œuvres ont été inspirées par le voyage de votre fille au Mexique. Absolument. Alors, non seulement ce voyage qu'elle a fait extraordinaire, qui m'a fait faire des tableaux qui sont plutôt abstraits, et qui représentent donc les temples des divinités mexicaines. Mais un jour, j'ai exposé chez Étienne de Cauzan, il avait fait une rétrospective de 40 tableaux, et il y a un personnage, un monsieur qui est arrivé dans la galerie, un grand monsieur avec un gros cartable bien rempli, et donc il est resté 20 minutes, il faisait le tour, etc. Au bout de 20 minutes, je me suis adressée à lui, je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis l'artiste peintre, et il m'a dit, mais écoutez, madame, votre peinture est inspirée de l'Arinca. Alors je lui ai dit, non, écoutez, non, vous vous trompez totalement, bref. On s'engueule un peu, et puis il me dit, écoutez madame, d'un air très sévère, de 2 mètres de haut, il me dit, écoutez madame, je sais ce que je dis. Je suis professeur à la Sorbonne, je suis professeur d'histoire à la Sorbonne, je sais ce que je dis. Et alors tout d'un coup, c'est bien qu'il m'ait brutalisé. Oui. Ça m'est revenu. Là, il y a eu le flash. Il y a eu le flash, je me suis dit, mais bien sûr, mon père était consul du Pérou, il était tout le temps au Pérou. Il est mort très très jeune, donc j'avais complètement enfoui cette part de ma vie. Donc les couleurs que mon père amenait avec les costumes des Incas,
et toutes ces couleurs, la musique, j'avais tout enfoui. Et en fait, c'est ressorti inconsciemment. Et donc, je peux remercier ce professeur d'histoire de la Sorbonne. Vous êtes peintre, vous êtes aussi sculpteur. Que vous apporte la sculpture par rapport à la peinture? Alors, travailler sur une surface plane et donner du relief à une surface plane, c'est une chose. Donc, par les passages de lumière, on peut donner tous les reliefs qu'on veut, les perspectives, etc. Mais une sculpture, on fait revivre un personnage et tout d'un coup, on lui parle. Et là, je viens de faire une sculpture de Oscar Wilde et tout d'un coup, voilà, je suis partie de rien. Je suis partie d'une petite boule de terre et puis tout d'un coup, voilà, c'est comme cet ange, l'Échitiel, il est parti de rien. C'est lui qui m'a demandé de le faire. C'était insensé. Et puis, il est ressorti. Alors, dans vos sculptures, beaucoup de personnages, des planètes, etc., des personnages aussi qui habitent le cosmos. Oui. Là, c'est l'astrologie qui influence ces sculptures? Oui, c'est l'astrologie, parce que je suis toujours bien dans le cosmos et toutes les influences qu'il peut avoir sur nous. Parce que j'ai été formée par un grand astrologue qui s'appelle André Barbeau. Ça a été une rencontre fantastique. Et j'y croyais, mais sans y croire. Il me fallait... Vous étiez un peu sceptique. Oui, mais ça m'intéressait. C'était une ouverture d'esprit dont j'avais besoin. Et le jour où il m'a fait tout à fait intelligemment, il m'a fait faire une étude comparative entre le thème natal de Freud et celui de Teilhard de Chardin, là j'ai compris. Le thème de Freud était complètement alambiqué, tourné vers lui-même, compliqué, oh là là, terrible. Mais alors, celui de Teilhard de Chardin, il était tout dans la lumière. Là, j'ai compris. J'ai compris à quel point ça pouvait être important. Donc, il faut bien comprendre que quand on fait un thème, il n'y a pas de balance pure, de taureau pur, il n'y a pas de signe pur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout dépend où tombent les planètes, tout dépend quels aspects elles ont entre elles, etc. Voilà, c'est très, très intéressant. Peinture, sculpture, dans quelle discipline vous vous sentez la plus libre? Toutes. Elles font un tout. Elles font un tout. Elles sont utiles toutes les unes aux autres. Elles m'apportent toutes autant l'une que l'autre. Il y a un rapport plus tactile quand même dans la sculpture que dans la peinture? Le travail des matériaux est différent, bien sûr. Oui, c'est toujours une très très belle aventure que la sculpture. Là, j'ai une commande. On m'a commandé Saint-Exupéry avec son casque, ses lunettes, son manteau de cuir. Et donc, je l'avais fait déjà il y a 20 ou 25 ans. Et c'est très très curieux. J'en avais fait 5 ou 6. Ils ont tous été cassés. Et là, on me recommande un. J'espère que celui-ci ne sera pas cassé. Oui, parce que qu'est-ce que vous utilisez? Quelle est la technique que vous utilisez en sculpture? En fait, c'est de la terre. On l'a fait sécher. Ensuite, j'ai un four chez moi. Je la fais une fois que c'est bien sec. Il faut bien attendre ça. Je la mets à cuire au four, donc à 1000 degrés. Une fois qu'elle est cuite, soit je la laisse telle qu'elle, soit je fais des patines. Alors les patines, c'est très amusant. On peut les faire vraiment, on peut tout imiter. Le bronze vert de grisé, le bronze noir rehaussé d'or, la pierre, le lapis lazuli. Là, j'ai imité, vous voyez, l'or et la pierre. Et puis, le petit ange de l'eau qui est assis sur la couronne de l'ange, il tient une petite boule qui représente notre petite planète bleue. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, on peut tout imiter. Quand est-ce que vous savez qu'une œuvre est terminée? Mais est-ce qu'une œuvre est terminée à un moment donné, ou est-ce qu'elle peut toujours être évolutive? Il est vrai qu'il faut savoir la terminer, et que j'avais des élèves qui ne savaient pas la terminer et qui, à force de ne pas être sûrs d'elle, eh bien, elle la retravaillait indéfiniment et elle l'a cassée. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir, quelquefois, une œuvre peut avoir quelques petites erreurs,
ou maladresse. Ça n'a pas d'importance. Parce que si elle est trop parfaite, si elle a, on peut complètement la casser. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'œil. J'aimerais avoir votre vision de l'art. C'est quoi être artiste aujourd'hui pour vous? Alors, être artiste, c'est surtout devoir partager son expérience, sa vision des choses. Et il ne faut surtout pas la garder pour soi. Il faut surtout la partager. Mais pour ça, contrairement à ce qu'on peut croire, ça demande beaucoup de solitude. Parce que sinon, on ne peut pas avoir... Il faut avoir des temps de réflexion. Il faut avoir des temps de recul. Vous aimez travailler seul? Ah oui, vraiment, il faut vivre seul pour ça. Ah oui. Alors pour vous, ça c'est très important, hein, vous y êtes très attaché, l'art doit être accessible à tous. Et c'est dans cet esprit que vous avez travaillé avec des personnes en situation de handicap. Ah oui, alors j'ai eu cette expérience absolument merveilleuse. Quand j'étais présidente de la Société des Beaux-Arts, j'ai eu la chance de rencontrer cette association des Papillons Blancs et qui était pas loin de chez moi. Et donc, je leur ai commandé une grande toile qui faisait plus de 2 mètres, 2,50 sur 2 mètres de haut. Et puis, je leur ai commandé une toile. Je leur ai dit, je vous exposerai lors de mon salon d'automne. Il n'y a pas de problème. Donc, je venais 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Enfin bref, ça a duré plusieurs mois. Ils étaient plusieurs. Et le moment crucial, c'est que où chacun avait fait son œuvre, il a fallu faire le lien entre toutes leurs œuvres et qu'il y ait une unité dans le tableau. Et ça a été un moment difficile pour eux, mais ça a été un moment nécessaire. Et donc, ça a été une œuvre magnifique parce qu'elle sortait des tripes. Elle n'était influencée par aucune école. Et je leur ai donné le premier prix. Et vous pensez que l'art peut transformer la société? Bah, 1000%, des milliards de... Mais bien sûr, c'est absolument indispensable. Parce que si vous voulez, ça apaise les personnes. Ça leur permet de rentrer dans leur temple intérieur, hein, ce que les gens ne font jamais. Et de passer par l'art pour rentrer dans son temple intérieur, c'est-à-dire se connaître. Les gens, ils marchent comme des fous, ils répondent tout un tas d'activités, d'obligations, etc. Mais ils ne savent même plus qui ils sont. Aujourd'hui, vous avez toujours autant de plaisir à peindre, à sculpter qu'au début? C'est une nourriture indispensable. Une journée sans peindre, mais c'est pas un drame. Je ne vais pas vous dire que c'est un drame, mais c'est une journée un peu perdue, quoi. Quels sont vos projets immédiats? Pas mal d'expositions? Alors là, j'ai eu 2 expositions. Une exposition Faubourg Saint-Honoré, qui est juste une galerie qui est juste à côté de Christie's, qui est organisée par Harry Bettencourt. Et donc, Harry aussi me fait 2 pages dans son magazine qui s'appelle Harry Design. Voilà. Et puis, le mois prochain, j'expose, je fais partie de l'Académie des arts, sciences et lettres. Donc, je vais exposer aussi dans le Marais, dans la galerie dans laquelle ils exposent leurs artistes. Quel conseil aimeriez-vous donner à un jeune artiste qui débute, à chaque fois, alors pour sa démarche créative, bien sûr, mais aussi peut-être pour le côté entrepreneur, comment vivre de son art, comment être visible, comment communiquer? Bon, d'abord, pour s'exprimer personnellement, il faut qu'il soit très, très structuré, que ses dessins et ses œuvres, enfin ce qu'il veut exprimer, soient très, très structurés. Sinon, ça n'est pas possible. Le fait de savoir structurer une œuvre, comment dire, ça permet de s'exprimer. Sinon, on est bloqué si on ne sait pas s'exprimer. Voilà. Et puis, bon, pour le reste, alors là, c'est vraiment très compliqué de trouver des interlocuteurs qui apprécient ce qu'on fait. Ça, c'est devenu de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué, mais bon, ce n'est pas mission impossible non plus. Non. Bah, il faut essayer de trouver des interlocuteurs qui vous vont. C'est une question de partage. C'est vrai que ça peut être une mission. Merci Patricia pour ce moment de partage, de beauté. Mais si vous deviez résumer la création en un mot, lequel choisiriez-vous? Sublimer la beauté. Sublimer la beauté. Oui, sublimer la beauté et la lumière. C'est ce qui est le plus important.
et puis de se laisser porter par la beauté. Ben, c'est le message qu'on retiendra. Oui. Merci beaucoup, Patricia Boisson. Je vous en prie. Pour ce très beau moment de partage. Et merci à vous tous de nous avoir suivis, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur Demain TV et sur notre chaîne internet Job Talk TV. Très bonne journée à vous tous.